Voilà, c'est la suite de notre congrès. Vous pouvez reprendre place dans cet auditorium. Une partie politique pour cette fin de matinée avant la pause déjeuner. Donc, dans un instant, nous allons être en direct avec Geneviève Darrieussecq, la ministre de la Santé et de l'accès aux soins. Marie-Sophie, vous serez l'intervieweuse pour poser des questions à la ministre de la Santé dans un instant. Ensuite, nous aurons en vidéo Paul Christophe, qui est ministre des Solidarités, de l'Autonomie et de l'Égalité entre les femmes et les hommes. Et puis ensuite, on prendra un moment. Si vous avez des questions directement à poser à Marie-Sophie et à Charles Guéprat, vous pourrez poser toutes vos questions sur l'actualité de la FEAP. Alors, on va se connecter avec Paris. Bah oui, on est à Ajaccio, on va en direct à Paris. Geneviève Darrieussecq, est-ce que vous êtes avec nous et est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous voyez? On va faire silence dans la salle. Geneviève Darrieussecq. Je vous entends. On vous entend et on vous voit. Eh bien, nous aussi. Merci. Et je vous salue. Merci d'être avec nous en direct depuis votre ministère à Paris. Les congressistes sont là. On vient de commencer à l'instant notre congrès sur les territoires, opportunités que cela engendre. Un congrès de 2 jours en direct d'Ajaccio. Je vous laisse avec Marie-Sophie de Sol, la présidente de la FEAP. Bonjour Madame la ministre. Nous savons que vous êtes une fidèle de la FEAP, puisque vous étiez déjà présente au congrès de Bordeaux. Et vous connaissez la passion mise par les adhérents de la FEAP pour défendre leur secteur privé solidaire et puis surtout pour défendre la qualité de la réponse qu'ils apportent. Et donc, la première question que j'avais envie de vous poser, c'est que, voilà, on entend tous parler d'un contexte de finances publiques contraint. Quelles sont les perspectives que vous pouvez donner aux adhérents pour la fin de l'exercice 2024, pour 2025 et peut-être pour les années à venir? Bien, bonjour, Madame la Présidente. Et puis bonjour à toutes et à tous. Bien sûr, je suis très heureuse de vous voir, même à distance, et de pouvoir à nouveau échanger avec vous. Et c'est vrai que nous avons eu, quand j'étais présente au ministère des Personnes handicapées, nous avons eu des échanges fournis et fréquents. D'abord, je veux vous adresser quelques mots et je tiens à saluer l'engagement de la FEAP, bien sûr, dans le secteur social, médico-social et sanitaire. Plus de 350 000 professionnels, ce n'est pas rien, au service des personnes et vraiment vous remercier de votre engagement dans ces secteurs si humains et si comment dire, indispensables aujourd'hui dans notre société. Je tenais à vous dire aussi que donc, tous les établissements du privé solidaire et bien sûr votre fédération ont vraiment leur place au sein des établissements qui soignent, accompagnent et accueillent. Et il y a une grande diversité de vos établissements, bien sûr, mais je sais que vous répondez à ces besoins avec beaucoup de professionnalisme et d'engagement. Alors, vous nous avez parlé des finances. Qu'est-ce qui va advenir? Eh bien, écoutez, moi, aujourd'hui, je porte cette loi de finances de la sécurité sociale avec notamment les objectifs de dépenses d'assurance maladie 2025. Bon, j'entends certains parler d'austérité. Moi, je ne parle pas d'austérité. Plus 9 milliards d'euros, c'est pas de l'austérité, avec un Ondam qui va passer à 264 milliards, qui n'arrête pas d'augmenter année. Donc, je pense que là aussi, nous allons vers un financement responsable où nous devons, bien entendu, faire en sorte que les engagements pris dans les années antérieures continuent d'être honorés. Et je pense notamment, par exemple, au Ségur de la santé, à tout ce qui est salarial par rapport au Ségur de la santé, qui, là aussi, cette année, en 2025, il y aura des perspectives pour continuer de financer les établissements sanitaires et les établissements médico-sociaux de perspective.
Et puis, nous avons aussi, bien sûr, des objectifs de déploiement de politiques nouvelles, que ce soit, par exemple, pour ce qui est du domaine de la santé, Paul Christophe vous parlera, bien sûr, du domaine médico-social et personnes âgées et personnes handicapées après, mais je crois que nous avons un vrai souhait de développer, par exemple, la politique des soins palliatifs dans notre pays. Et puis, un deuxième sujet pour le Premier ministre qui en a fait une grande cause nationale, c'est le sujet de la santé mentale. Donc, vraiment, nous avons besoin de crédits et ils sont inscrits dans ces budgets. Et puis, ça doit être un budget aussi de responsabilité, parce que nous avons collectivement une responsabilité quant aux équilibres de la dépense publique. Et les budgets sociaux doivent aussi participer à l'équilibre budgétaire de la nation. Je crois qu'il en va de notre responsabilité pour nos enfants et nos petits-enfants. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire de façon très générale sur ce qui se prépare. Merci, merci beaucoup. Alors, dans le cadre de ce contexte général, moi, je souhaiterais vous interroger sur votre vision sur la contribution de notre secteur privé solidaire, dans les problématiques actuelles de notre système de santé. Nous avons, vous le savez, un combat qui est un combat permanent, qui tourne autour de la question de l'équité de traitement. Ce que nous portons inlassablement, c'est que nous considérons que pour des mêmes missions, nous devons avoir un même financement. Et force est de dire que dans le secteur sanitaire, où nous sommes reconnus comme ayant des missions de service public, ça n'est pas encore le cas. Comment pouvez-vous répondre à cette préoccupation de nos adhérents ? Écoutez, moi je vous le redis, secteur privé solidaire, le secteur privé solidaire, et vous avez toute votre place, bien entendu, au sein de notre système de soins, et vous êtes indispensable pour garantir l'accès aux soins pour tous. On est vraiment aujourd'hui dans une situation où nous avons besoin de tous les acteurs et de la responsabilité de tous les acteurs. Et c'est vrai qu'en rassemblant 368 000 salariés, que ce soit dans le champ de la médecine, chirurgie, obstétrique, dans le champ des services de rééducation, que ce soit dans le champ de la psychiatrie, que ce soit dans le champ médico-social, voilà, nous avons vraiment besoin nous avons besoin de vous. Donc cette complémentarité, elle est essentielle entre les établissements publics sur leur territoire, et vous contribuez largement à l'accès aux soins des usagers et au maillage territorial. Alors, ces derniers mois, il y a quand même eu des avancées importantes qui ont été initiées, notamment en faveur de cette équité de traitement dont vous parlez entre le service public, les acteurs de ce véritable service public. Par exemple, les établissements à but non lucratif ont ainsi bénéficié de la transposition des mesures de revalorisation des indemnités relatives au travail de nuit, le dimanche et jour férié. Par exemple, la suppression de coefficient de reprise des allègements dont bénéficient vos établissements a également été actée et sera pleinement effectif en 2025. Tout ça est très technique, mais ce sont des avancées qui ont été enfin, très techniques pour moi, mais pour vous, je sais que c'est très concret. Mais tout ça a permis aussi des avancées. Et nous souhaitons vraiment avoir un objectif, par exemple pour ce coefficient de pondération qui a été créé au moment des revalorisations du Ségur, avoir un objectif de flécher vers les établissements publics d'une part et les établissements à but non lucratif d'autre part les crédits prévus dans l'ONDAM pour compenser ces mesures de revalorisation salariale dont chacun bénéficie. Donc, si vous voulez, il faut que nous poursuivions absolument ce travail, et je sais que vous avez en cours aussi
quelque chose qui est important et qui n'a pas totalement abouti aujourd'hui, mais je sais qu'il y a de nombreuses reprises pour cela, qui est le travail sur la convention collective unique qui continue de vous occuper et qui progresse bien. Donc, je pense qu'ensemble, on peut continuer à progresser pour avoir cette équité de traitement entre le public, enfin, entre tous les acteurs du public et du public, des établissements pardon, à but non lucratif dans le domaine de la santé, du sanitaire en particulier. Merci. Vous avez tout à l'heure abordé la question de la santé mentale et donc de la priorité qui a été donnée par le Premier ministre sur la question de donc, la santé mentale en tant que grande cause nationale. Comment envisagez-vous que cette logique de grande cause puisse se concrétiser pour les établissements sanitaires et médico-sociaux de la FEHAP, puisque si on parle santé mentale, on parle bien sûr de la psychiatrie, mais on parle également des personnes en situation de handicap psychique. Alors oui, bon, le Premier ministre souhaite en faire une grande cause nationale et je pense qu'il a raison. Parce que déjà, il faut déstigmatiser, que ce soit les personnes atteintes de troubles psychiques, mais également, quelquefois, c'est même les professionnels qui nous disent qu'ils sont stigmatisés dans l'écosystème. Donc, voilà, donc il faut en parler. Il faut que la société s'empare de ce sujet. Et puis, nous l'avons vu, nous avons des suites post-Covid qui sont très difficiles sur la santé mentale de nos concitoyens et je vais dire de façon globale de notre société. Donc, au-delà de la psychiatrie et des troubles psychiques affirmés, je crois que nous avons un vrai enjeu dans la prévention. La prévention, c'est-à-dire la prévention, l'information, la prévention, le dépistage et la prise en charge la plus précoce possible qui nous permettrait, bien sûr, d'éviter quelquefois et bien souvent d'entrer dans des pathologies plus complexes qui nécessiteraient des soins plus lourds et des impacts aussi sur la vie de ces personnes plus contraignants. Donc, on a vraiment cet aspect-là fera partie de la stratégie voulue par le Premier ministre, ainsi que, par exemple, il a proposé de multiplier par 2 les maisons d'adolescents d'ici 2027. Ça peut être des sujets qui vous concernent potentiellement parce que les maisons d'adolescents, eh bien, ça répond à un vrai besoin d'augmentation des troubles psychiques chez les jeunes et à un vrai besoin de prise en charge assez précoce de ces jeunes. Donc, voilà, nos priorités, elles vont être là, mais nos priorités, elles vont être aussi de construire une stratégie, pas qu'avec le ministère de la Santé, mais également avec tous les ministères, que ce soit l'éducation nationale, que ce soit l'agriculture, où il y a vraiment des sujets importants pour les agriculteurs, par exemple, mais que ce soit le travail avec la santé au travail. Donc, tous les ministères, ça va être une stratégie interministérielle. Donc, voilà, nous allons donner une vraie visibilité à cet enjeu 2025. Et sur ce qui est budget 2025, bien sûr, il y a des mesures, parce qu'on ne part pas de rien. Il y a une stratégie qui a été mise en œuvre, d'ailleurs, c'est Madame Agnès Buzyn qui avait créé une délégation ministérielle à la santé mentale et à la psychiatrie, qui a fait un plan de déploiement. Ce plan se déploie toujours avec une grande efficacité sur l'accès aux soins sur les territoires. Là, on va compléter les choses en créant, on souhaite vraiment que dans les parcours de soins des personnes, elles puissent accéder, par exemple, à l'intérieur des services d'accès aux soins qui sont créés un petit peu partout, à une réponse psychiatrique ou de psychologue. Les réponses en termes de mon soutien psy vont être engagées à hauteur, d'abord, les consultations de psychologues vont être augmentées dans ce cadre-là,
plus le nombre de séances de psychologues. Donc, si vous voulez, il y a beaucoup d'actions qui seront à l'œuvre dans ce budget 2025, mais ensuite, nous construisons de façon interministérielle une réponse encore plus adaptée pour les années suivantes. Merci, merci beaucoup. Un de nos derniers congrès était sur la question des enjeux de transition écologique. On se sentait tous concernés par cette question-là, et peut-être encore plus dans ce congrès, puisque nous sommes sur des territoires, et notamment sur les territoires insulaires, Antilles-Guyane, l'océan Indien, et puis Ajaccio, l'île de Beauté dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Ma question, elle est autour de la manière dont les politiques publiques peuvent répondre à ces enjeux de transition écologique pour le secteur de la santé et de l'accompagnement. Écoutez, vous avez, bon, ça, ce sont des enjeux très importants et je vous remercie d'ailleurs de travailler sur ces enjeux, de les avoir identifiés comme des enjeux d'avenir aussi pour pas que notre secteur, pour aussi la planète, puisqu'on doit les efforts dans le secteur sanitaire et médico-social sont importants, puisque on doit avoir comme les autres, on doit rentrer dans l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre avec des objectifs de diminution de 5% par an jusqu'en 2050. Donc, on a vraiment, voilà, nous avons des enjeux qui sont communs. Je veux penser aussi, par exemple, aux enjeux de traitement des déchets. Là aussi, il y a des sujets de pollution, il y a des sujets très importants qui sont à gérer. Voilà, donc nous avons vraiment une responsabilité environnementale que nous devons partager. Et je sais qu'il y a un comité de pilotage inédit qui a été structuré autour de cette thématique et qui a été mis en place en 2023 pour le secteur de la santé sanitaire et médico-sociale afin de maîtriser ces impacts environnementaux, hein, que ce soit au niveau des bâtiments et de la maîtrise énergétique des bâtiments, que ce soit au niveau des achats durables, que ce soit au niveau du traitement des déchets, que ce soit au niveau de la formation et de la recherche en transformation écologique. Bon, voilà. Et puis sur le numérique aussi, avec l'impact environnemental du numérique. Bon, je ne vais pas tout nommer, mais c'est vrai que faire en sorte que ce sujet soit présent dans toutes les instances est déjà un progrès considérable. Et il y a eu un dispositif important de conseiller en transition énergétique et environnementale qui a été financé de 2022 à 2025. Il a remporté un franc succès. De nombreux établissements y ont recours et ce qui fait que ça permet de faire rentrer dans la réflexion des projets, de l'évolution des établissements et d'ailleurs dans le projet d'établissement lui-même, de mettre cette notion d'environnement et de le traiter. Donc moi, vraiment, je vous remercie d'avoir cette réflexion parce que nous avons vraiment une responsabilité commune pour notre planète et la santé et le médico-social ne peut pas s'extraire de cette responsabilité. Merci, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté de répondre à ces questions-là. Est-ce que vous souhaitez peut-être envoyer un message aux adhérents qui sont présents aujourd'hui à Ajaccio et puis à celles et ceux qui nous écoutent également en visio? Bah écoutez, d'abord, je regrette de ne pas être à Ajaccio avec vous. Je ne sais pas quel temps il fait. Moyen, mais il fait chaud. C'est bon. Moyen. Bon, alors ici, c'est plus que moyen parce qu'il pleut beaucoup à l'heure où je vous parle. Donc, mais en tout cas, je veux saluer nos amis corses parce que voilà, ils ont un territoire à la fois magnifique mais aussi fragile sur le plan environnemental. Donc, les sujets dont nous parlons dont nous parlions à l'instant ne sont pas neutres. Je voulais vous renouveler mes remerciements et pour votre participation à votre engagement. C'est pas que de la participation, c'est un vrai engagement à faire en sorte que nous puissions porter des solutions pour nos concitoyens
tant dans le champ sanitaire que dans le champ médico-social, que moi je pense que nous devons travailler ensemble véritablement à une transformation de notre système et que tous les acteurs doivent s'engager dans cette réflexion. Et que l'époque Covid nous a bien montré qu'on ne pouvait plus rester dans des silos. C'est-à-dire voilà, l'activité libérale, l'activité hospitalière, l'activité sanitaire pure, l'activité médico-sociale, et que nous avions tous des intérêts à travailler les uns avec les autres. Et l'accès aux soins, dont je suis aussi en responsabilité aujourd'hui, qui me pose une vraie question, avec des territoires très en déprise et des voilà, de véritables sujets de manque aussi, vous le savez, de praticiens par exemple, nous avons vraiment besoin de construire ensemble des solutions. Et la transformation de notre système de santé, elle ne pourra se faire qu'avec tous et avec l'idée qu'on ne doit pas être enfermé dans son secteur, qu'on ne doit pas être enfermé dans son... voilà, vous parliez des établissements à but non lucratif. Pour moi, ils ont autant de valeur que les autres. Et nous devons vraiment travailler en synergie pour transformer ce système. Et je crois que ça va être de notre responsabilité parce que nous avons une société en plein... enfin, une démographie de notre société qui est en évolution que vous connaissez, vieillissement de la population, maladies chroniques beaucoup plus importantes. Donc, il faut... Voilà, les prises en charge vont être portées peut-être de façon différente. Nous devons avoir un fort tropisme sur la prévention pour essayer de faire en sorte que chacun vive en meilleure santé et vieillisse en bonne santé, ou du moins en meilleure santé possible. Donc tout ça, c'est de notre responsabilité collective. Et j'engagerai pas ce travail toute seule et chacun en fera partie. Donc voilà, je vous remercie déjà d'être dans la réflexion et peut-être d'être moteur et porteur de... je ne vous demande pas des solutions, mais porteur voilà, d'ambition et je serai vraiment à votre écoute. Merci à toutes et à tous et bravo pour tout ce que vous faites. Merci Madame la Ministre. Merci. Merci Geneviève Darrieussecq, donc ministre de la Santé et de l'Accès aux soins. Un petit débrief peut-être, Marisol, Marie-Sophie, vous l'avez interpellée sur les finances. La ministre rappelle que c'est un budget de plus 9 milliards d'euros, mais elle ne veut pas prononcer le mot d'austérité. En revanche, responsabilité de chacun. Oui, nous sommes d'accord avec la logique de la responsabilité, et y compris de la responsabilité de chacun. Non, c'est vrai que pour l'instant, on ne peut pas dire que la ministre ait répondu sur la question, par exemple, de la fin de l'année 2024, donc la manière dont la fin de 2024 va se passer. Mais il faut reconnaître en même temps que, pour le coup, le PLFSS est vraiment en cours de discussion, que visiblement le Parlement va sans doute bouleverser de façon importante les équilibres tels qu'ils ont été présentés par le gouvernement, et que pour l'instant c'est sans doute aussi un peu difficile pour une ministre qui arrive que de pouvoir répondre de manière précise alors qu'elle ne connaît pas encore l'équation budgétaire auquel elle va devoir faire face. Sur l'égalité de traitement vis-à-vis du service public, elle rappelle qu'on a besoin de tous, il faut de la complémentarité. Elle a cité 2 exemples des avancées avec la transposition des heures de nuit et de week-end pour les indemnités, le coefficient de modération aussi qui sera effectif en 2025. Oui, là c'est vrai. Objectivement, pour le secteur sanitaire, ce qui a été donc donné au secteur public, ce qu'on appelait les mesures Guérini, ont été effectivement transposées dans notre secteur. Donc elle a tout à fait raison. Et il se trouve que, mais là, ce n'est pas de sa responsabilité, que nous avons un enjeu à l'inverse, de côté médico-social et social, puisqu'il n'y a pas eu cette transposition, mais ce n'est pas de sa responsabilité. Et c'est vrai que sur la question du coefficient de minoration, on l'a dit tout à l'heure, effectivement, c'était une victoire de 2024 et qui va être étendue en 2025. Donc il y a pour partie une prise en compte de nos réalités. Mais clairement, l'interrogation de tout le monde, c'est effectivement quels vont être les moyens réels supplémentaires pour répondre aux enjeux de santé l'année prochaine.
Deux grands chantiers, la santé mentale cette année, la transition écologique pour les très nombreuses années à venir. Sur la santé mentale, donc une stratégie interministérielle, a dit, ce sont le ministère de l'Éducation nationale, l'agriculture, le travail qui vont être concernés, la santé évidemment. Elle a cité deux exemples, les maisons d'adolescents qui vont être doublées d'ici 2027, et puis les consultations psy aussi pour mon psy. Ça va dans le bon sens tout ça, et vous êtes très à cheval sur ce dossier. Oui, ça va dans le bon sens. Elle a raison de dire que le sujet de la prévention est un sujet majeur. Il faut que tout le monde se mette et réponde à ces enjeux de prévention en santé mentale. Le point d'attention qu'on aura, c'est effectivement de s'assurer que dans cette grande cause de santé mentale, on prenne en compte également les personnes en situation de handicap psychique, parce que pour l'instant, ça a été une vision globalement plutôt très sanitaire. Sur les difficultés de la psychiatrie qui sont réelles. Voilà. Mais il faut vraiment, on parlait tout à l'heure de parcours dans la première table ronde, là on est vraiment sur un sujet de parcours entre les personnes qui ont besoin de soins, mais qui ont besoin également de pouvoir vivre au quotidien. Et dernier point, la transition écologique. Alors elle vous remercie de prendre le sujet à bras-le-corps. Après, on ne sait pas trop. Alors c'est vrai que le sens de la question, c'était autour de la question des politiques publiques, puisque de façon assez particulière, on n'a pas accès aux aides qui existent globalement dans le secteur privé. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une démarche qui est une démarche dans le champ du sanitaire et du médico-social, mais qui nous prive d'accès à un certain nombre d'aides publiques de droit commun. Et nous considérons qu'il faudrait faire sauter ce verrou-là pour qu'on puisse avoir un accès plus large aux aides publiques qui, quand même, ne manquent pas. Effectivement, il y a de l'argent et il vaut mieux l'avoir. Merci.